Mon mari m'a envoyé un message alors que je récupérais notre fils à la crèche, je déménage en Espagne avec Jay. J'ai transféré nos économies sur mon compte personnel. Bonne chance pour payer le loyer. En regardant notre petit garçon, je répondis, merci pour l'information. À mon arrivée à Barcelone, mon téléphone sonna pendant que je sortais Léo de la crèche. J'ai regardé l'écran, espérant un message banal de mon mari pour discuter des plans du dîner. Mais c'était le même message, je déménage en Espagne avec YE. J'ai transféré nos économies sur mon compte personnel. Bonne chance pour payer le loyer. Mes mains se figèrent au milieu de la signature. Léo tira sur ma manche, inconscient de la façon dont nos vies venaient de s'effondrer. Maman, as-tu apporté mes snacks de dinosaures aujourd'hui? J'ai forcé un sourire, complété le formulaire de sortie et écrit une réponse tandis que mon esprit criait d'incrédulité. Merci pour l'information, 3 mots qui masquaient le huracan de confusion qui menaçait de m'engloutir. YI était son assistante administrative. Nos économies représentaient 8 ans de planification minutieuse et de sacrifice. Le loyer de notre appartement à Chicago devait être réglé dans 3 jours. Je m'appelle Suzanne Michi, j'ai 37 ans, je suis mère de Léo, 4 ans, et apparemment, je vais bientôt devenir l'ex-femme de David Michi, qui nous a abandonnés avec la cruauté désinvolte d'un texto. Ce que je voulais, c'était affreusement simple, de la stabilité pour mon fils, la dignité de la sécurité financière, et la possibilité de construire une vie qui ne soit pas constamment compromise par les décisions impulsives de David. Mon chemin était entravé par une crise de survie immédiate. Comment garder un toit au-dessus de nos têtes alors que notre compte d'épargne venait d'être pillé? Où est papa? Demanda Léo alors que nous marchions vers la voiture, sa petite main serrée dans la mienne. Il va préparer des spaghettis ce soir, papa est en voyage, répondis-je, lançant le premier d'une série de demi-vérités soigneusement construites. Nous mangerons de la pizza à la place. À la maison, j'assis Léo devant son dessin animé préféré tout en appelant la banque. Le représentant aimable confirma mes pires craintes, David avait effectivement transféré le solde total de 42 731 $ de notre compte joint sur un compte à son nom seul. Étant donné que nos deux noms figuraient sur le compte joint, il n'y avait rien qu'il puisse faire. Ce n'était pas techniquement un vol selon le système bancaire. J'ouvris notre compte courant en ligne, espérant que David aurait oublié nos fonds quotidiens. Le solde affichait 347 $. Notre loyer était de 2200 $. Tandis que la réalité de notre situation m'envahissait, mon téléphone s'alluma avec un appel de la mère de David. « Béatrice, dis-je, que se passe-t-il? »« Suzanne, que fais-tu » exigea-t-elle sans préambule. « David dit que tu refuses de le laisser voir Léo. » Je luttais pour comprendre ses paroles. « David vient de me dire qu'il déménage en Espagne. Il a vidé nos comptes. »« Ne me mens pas, » rétorqua-t-elle. Elle me montra les textos. Tu menaces de priver Léo de son père, à moins qu'il ne te verse une pension alimentaire plus élevée. J'ai élevé un fils meilleur que ça et il ne sera pas intimidé. Alors que Béatrice continuait, une réalisation répugnante émergea, David ne se contentait pas de nous abandonner, il était en train de créer une narration fictive où j'étais la méchante. Et d'après le ton convaincant de sa mère, elle croyait chaque mot. Il ne s'agissait pas seulement de survie, il s'agissait de vérité, de justice et de l'avenir de mon fils. David et moi nous sommes rencontrés il y a 9 ans lors d'une conférence sur l'édition à New York. J'étais une éditrice ambitieuse chez Harris & Son et lui travaillait dans le marketing pour une maison d'édition concurrente. Il me courtisa avec la même intensité charismatique qui avait d'abord assuré son succès professionnel, notes manuscrites, cadeaux réfléchis, projet de rendez-vous ambitieux. 6 mois plus tard, nous étions mariés lors d'une petite cérémonie avec vue sur le lac Michigan. Les premières années furent agréables. Nous déménageâmes à Chicago pour mon avancement en tant qu'éditrice senior, et David trouva facilement un poste de marketing dans une entreprise locale. Nous achetâmes un modeste condominium, voyagions occasionnellement et planifions notre avenir. Lorsque Léo naquit il y a 4 ans, nous convenâmes que je prendrais un peu de recul au travail pour me concentrer sur ma maternité tandis que la carrière de David nous soutenait. J'effectuai la transition vers l'édition indépendante, travaillant depuis chez moi en fonction des horaires de Léo. Le changement dans notre dynamique financière coïncida avec des modifications subtiles dans le comportement de David. De petites dépenses apparaissaient sans explication sur notre carte de crédit. Il commença à travailler plus tard, justifiant un besoin de compenser sa baisse de revenus. Sa mère, qui m'avait toujours perçu comme légèrement inférieur à son fils, s'engagea davantage dans nos vies,
sapant souvent mes décisions parentales lors de ses visites. Léo a besoin d'une main plus ferme, affirmait-elle alors que David restait silencieux. Il y a 2 ans, nous vendîmes notre condominium et emménageâmes dans un appartement en location, après que David ait réussi à me convaincre que nous pourrions investir les fonds dans la start-up d'un ami. L'investissement échoua en 8 mois, mais les explications de David concernant la volatilité du marché semblaient suffisamment plausibles. Lorsque je lui suggérai de retrouver un travail à temps plein, il insista sur le fait que ce n'était pas nécessaire et que Léo avait besoin de moi à la maison. « Fais-moi confiance, disait-il, j'ai tout sous contrôle. » Faisant confiance à ses paroles, mes doutes apparurent de temps à autre, comme lorsque je découvris des reçus de dîner lors de soirées où il prétendait travailler tard, ou lorsqu'il devenait sur la défensive concernant son téléphone, le gardant toujours face cachée et prenant des appels dans une autre pièce. À chaque fois, ces explications semblaient suffisamment raisonnables pour apaiser mes soupçons. Il y a 3 mois, David annonça qu'on lui avait offert une promotion impliquant des déplacements internationaux irréguliers. L'augmentation de salaire aiderait à rebâtir nos économies, expliqua-t-il. À peu près à cette même période, il évoqua YE, une nouvelle assistante administrative incroyablement efficace pour gérer son emploi du temps. La semaine dernière, je trouvai un guide de voyage pour Barcelone caché dans le tiroir de son bureau. Quand je l'interrogeai à ce sujet, il rit. L'équipe pourrait ouvrir un bureau européen un jour, je fais juste des recherches préliminaires. J'acceptai son explication, ignorant le léger tremblement dans sa voix et la façon dont ses yeux ne croisaient pas vraiment les miens. Ce guide de voyage aurait dû être mon signal d'alarme. Au lieu de cela, cela devint un autre avertissement que j'ai choisi de ne pas voir clairement jusqu'à ce que ce soit trop tard. Le lendemain du message dévastateur de David, je laissai Léo à la crèche et me dirigeai vers le bureau de David, résolu à l'affronter en personne. Il ne pouvait pas simplement disparaître en dissolvant notre mariage ou en s'occupant des arrangements pour Léo. L'homme que j'avais épousé n'était pas cruel, parfois impulsif, mais pas sans cœur. L'expression de la réceptionniste changea de professionnel à mal à l'aise lorsque je demandai David. « Je suis désolé, Madame Michi, mais David ne travaille plus ici. Il a démissionné la semaine dernière. » La semaine dernière, ma voix sonna lointaine même à mes propres oreilles. C'est impossible, il était là lundi. Il jouait avec un stylo. Je ne suis pas censé parler de questions de personnel, mais il a déposé sa démission il y a 2 semaines. Hier était son dernier jour. 2 semaines, pendant que je planifiais les repas et gérais les demandes pour la crèche de Léo, David orchestrait son évasion. La réceptionniste évita tout contact visuel pendant que je la remerciais et me dirigeais, hébété, vers l'ascenseur. Dans le garage, j'appelai le meilleur ami de David, Trevor. « Salut Suzanne », répondit-il avec prudence. « Comment ça va ? » « Je tiens le coup. »« Tu savais, dis-je, réalisant qu'il était au courant. »« Tu savais qu'il planifiait de partir ?» L'hésitation de Trevor confirma mes craintes avant même qu'il ne parle. Il m'a fait promettre de ne rien dire. Il dit qu'il a besoin d'un nouveau départ dont son fils n'est pas au courant. Ma voix s'éleva malgré mes efforts pour rester calme. Un nouveau départ après 8 ans de mariage. Je suis désolé, dit-il. Il dit que ça vous rendrait tous les deux plus heureux sans lui. Pourquoi le ferait-il ? Ces mots résonnèrent plus profondément que je ne l'aurais souhaité. Je savais que leur relation n'était pas que professionnelle, mais l'entendre confirmé par un ami commun transforma le soupçon en une certitude humiliante. Il t'a dit qu'il avait vidé nos comptes bancaires, demandai-je. Le silence de Trevor en disait long, mon Dieu Suzanne, je n'avais pas idée qu'il irait aussi loin. C'est une honte. Après avoir terminé l'appel, je restai assise dans ma voiture, submergée par l'ampleur de la trahison de David. Ce n'était pas une décision impulsive ni une faiblesse passagère, c'était une fuite calculée, méticuleusement planifiée, tandis qu'il jouait le rôle du mari et père engagé. En rentrant à la maison, une lettre recommandée m'attendait à l'intérieur. C'était une demande de divorce, déposée par David une semaine plus tôt, citant des divergences irréconciliables. Le document mentionnait sa nouvelle adresse à Barcelone et demandait que tous les droits et obligations parentaux restent en vigueur sans aucune visite ni garde pour le père. Il nous abandonnait légalement, Léo et moi, tout en me décrivant comme celle qui les séparait. J'y trouvais une note de l'avocat de David. Monsieur Michi a indiqué que vous disposez de sommes considérables pour couvrir vos besoins durant cette transition, il ne fournira pas de pension alimentaire ni de soutien pour l'enfant. Je tombai sur le canapé, les documents éparpillés autour de moi.
Chaque aspect de notre vie commune apparaissait désormais comme une illusion soigneusement construite. L'homme que j'avais épousé, ou que je pensais avoir épousé, planifiait sa sortie depuis des semaines, peut-être des mois, en s'assurant d'emporter nos ressources financières tout en créant une histoire où il était la victime. Mon téléphone se mit à vibrer avec un message de David, « N'essaie pas de me contacter. Mon avocat s'occupera de tout. » La colère commença à remplacer le choc, car pour le bien de Léo, je devais réfléchir clairement. Premier pas, assurer notre situation de logement avant l'échéance du loyer. Deuxième étape, documenter tout pour le processus de divorce. Troisième étape, trouver un avocat capable de m'aider à naviguer dans ce calvaire. Pour la première fois depuis le message de David, je me permis de pleurer. Ce n'était pas à cause d'un chagrin d'amour, mais en raison de la mesure écrasante de ce que je devais affronter. Lorsque les larmes se tarirent, une pensée resta claire, David m'avait toujours sous-estimé. 3 jours après le départ de David, je me retrouvais face à Vivien Agalard, une avocate spécialisée en divorce recommandée par une amie de l'université. Son bureau était modeste mais ordonné, un peu comme le mien. « Permettez-moi d'être clair, » dit-elle après avoir examiné mes documents. « Ce que votre mari a fait est répréhensible, mais pas entièrement illégal. Étant donné que vous êtes mariés, il avait un accès légal à ses comptes joints, même s'il prévoyait de nous abandonner. » Ma voix se brisa malgré mes efforts pour garder mon calme. La bonne nouvelle, c'est que les juges n'apprécient pas ce genre de comportement. Nous pouvons demander une pension alimentaire d'urgence pour enfants et potentiellement geler tous les actifs restants. Elle se pencha en avant. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une preuve qu'il continue de toucher des revenus tout en se déchargeant de ses obligations parentales. Je fis signe de la tête, déjà en train de rassembler des preuves, capture d'écran des messages de David, relevé bancaire montrant le retrait massif, la demande de divorce certifiée. Mais trouver des preuves de son emploi actuel semblait impossible à près de 4000 milles de distance. Cette nuit-là, désespéré par des solutions à court terme, j'appelai mes parents au Michigan. Ils se proposèrent immédiatement de couvrir mon loyer et mes dépenses courantes jusqu'à ce que la situation légale s'améliore. « Nous serons là demain, » dit ma mère fermement. « Tu ne devrais pas être seul en ce moment. » Leur soutien apaisa une partie de la tension dans ma poitrine. Avec un Léo sûrement endormi dans son lit, je dirigeai mon attention vers le bureau abandonné de David. J'avais besoin de toute la documentation qui pourrait soutenir mon cas, déclaration fiscale, contrat de travail, tout ce qui prouverait ses revenus potentiels et ses obligations envers Léo. Dans le tiroir inférieur, sous une pile de garanties anciennes, je trouvai une enveloppe adressée à la mère de David. La curiosité l'emporta sur mon hésitation. À l'intérieur, il y avait une carte d'anniversaire et une note manuscrite, « Maman, merci pour ton aide avec le dépôt de l'appartement à Barcelone. YE et moi avons hâte de te montrer notre nouveau chez nous lorsque tu viendras nous rendre visite en mai. Nous n'aurions pas pu réaliser ça sans toi. Avec amour, David. » La date de la carte remontait à 3 mois, autour de la période où David avait mentionné son ascension professionnelle pour la première fois. Béatrice savait non seulement pour ses projets, elle les avait également soutenus financièrement. Les mains tremblantes, je photographiai la carte et la note, puis je continuai ma recherche, déclaration fiscale, relevé d'investissement, notre certificat de mariage. J'organisai le tout dans un dossier sur notre messagerie électronique partagée. En fouillant, je découvris un message non envoyé à YE avec un CV joint, indiquant son nouveau poste chez Meridian Global à Barcelone, avec une date d'entrée en fonction juste 2 jours après son message de texte à moi. Armé de cette preuve cruciale, je me réunis à nouveau avec Vivien. Elle parcourut tout, son expression devenant de plus en plus déterminée. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Nous pouvons soumettre des demandes d'ordre d'urgence dès aujourd'hui pour la pension alimentaire, le gel des actifs matrimoniaux et potentiellement une ordonnance pour qu'ils reviennent sous notre juridiction. L'espoir scintilla pour la première fois depuis le message de David. Que se passe-t-il ensuite? Demandai-je. D'abord, nous déposons les motions d'urgence, ensuite nous faisons une déposition de Béatrice sur son implication. Si David a commencé à travailler en Espagne pendant qu'il abandonne son fils, nous veillerons à ce que le tribunal soit au courant exactement de ce qui s'est passé. Le lendemain, encouragé par ce progrès, je reçus un message de l'avocat de David, une offre de 5 000 € en règlement de toutes les réclamations. Il teste ta détresse, conseilla Vivien lorsque je lui transférai le message. Ne t'implique pas, cette nuit-là, je reçus un message direct de David, prends le règlement, Suzanne. Tu n'obtiendras pas plus, et te battre épuisera tout ce que je t'ai offert.
Pour une fois, sa condescendance alluma une colère sourde en moi. Je ne répondis pas, mais je conservai le message comme preuve de son attitude envers ses responsabilités. 2 jours plus tard, nous sécurisâmes une date d'audience en urgence. Ce même après-midi, je reçus un appel inattendu de l'ex-camarade de chambre de YE, Besséni, qui avait découvert mes coordonnées à travers les biens abandonnés de YE. « Je pense que tu devrais savoir ce qu'il prépare, » dit Besséni, sa voix tremblante. Il parle de cela depuis des mois, de comment ils allaient recommencer à zéro en Espagne, sans un bagage. Elle poursuivit en révélant comment David réservait de l'argent là où je ne pourrais pas le toucher. Mon optimisme momentané s'effondra tandis qu'elle décrivait des conversations entre Jackie et David sur la création de comptes offshore et l'établissement de leur résidence en Espagne, spécifiquement pour complexifier les procédures légales. Ils ont tout un plan pour rendre la lutte contre eux si coûteuse et difficile que tu finiras par renoncer, conclut Besséni. Je suis désolé, je pensais juste que tu devrais savoir à quoi tu fais face. Le matin de notre audience d'urgence, je me réveillai avec un autre message de David. J'ai entendu que tu impliquais maman dans ça. Mauvaise décision, Suzanne. Retire cela maintenant, ou je te ferai regretter. Sa menace renforça ma détermination. Au tribunal, Vivien et moi attendions devant la salle d'audience, révisant notre présentation une dernière fois. Les portes s'ouvrirent et l'avocat de David apparut, un homme poli en costume coûteux, qui irradiait la confiance. « Madame Michi », dit-il d'un ton froid. « Monsieur Hoffman, représentant David Michi. » Avant que je ne puisse répondre, une figure inattendue se présenta derrière lui, Béatrice, vêtue impeccablement et arborant la même expression de désapprobation qu'elle m'avait réservée pendant des années. « Tu devrais avoir honte, dit-elle. Ignorant la main avertissante de Vivien sur mon bras, je lui lançai. « Es-tu en train de vouloir extorquer ton petit-fils alors que c'est toi qui l'éloignes ?» Madame Michi, interrompit doucement Vivien. Puisqu'elle est ici, je dois vous informer que nous allons l'appeler comme témoin en ce qui concerne votre soutien financier à l'abandon de votre famille par votre fils. Le visage de Béatrice pâlit légèrement, mais elle garda son calme. Je ne sais pas de quoi vous parlez. L'audience se déroula efficacement. Le juge écouta les 2 arguments, examina nos preuves du retrait de fonds et du nouvel emploi de David, et accorda nos motions d'urgence. David serait obligé de fournir une pension alimentaire immédiate et de restituer une partie des biens matrimoniaux pendant la poursuite de l'affaire. Cela semblait être une victoire significative, mais l'apparition inattendue de Béatrice me dérangeait. Pourquoi avait-elle fait le déplacement à Chicago pour une audience d'urgence de routine? Cette question fut rapidement répondue le lendemain lorsque je reçus un appel d'un numéro international inconnu. « Est-ce Suzanne Michi ?» demanda la voix accentuée d'une femme. « Oui, qui appelle ?» « Je suis Lucia Vega, directrice des ressources humaines chez Meridian Global à Barcelone. J'appelle au sujet de votre mari, David Michi. » Mon cœur s'accéléra. « Oui, nous avons reçu votre email au sujet de votre situation. Je voulais vous informer que Monsieur Michi ne travaille plus pour Meridian Global. Il a été licencié hier. » Je fronçai les sourcils, confuse. Je n'ai pas envoyé de mail. Il y eut une pause. Quelqu'un utilisant votre nom a envoyé des documents montrant que Monsieur Michi était impliqué dans un litige de garde et avait des problèmes juridiques en cours aux États-Unis. La politique de l'entreprise exige la divulgation de telles affaires lors du processus d'embauche. La réalisation me frappa, Béatrice s'était fait passer pour moi pour saboter l'emploi de David, s'assurant qu'il ne puisse pas se conformer à l'ordonnance de pension alimentaire. C'était un coup calculé pour saper la décision du juge et valider l'argument de David selon lequel il ne pouvait se permettre de subvenir aux besoins de Léo. « Mademoiselle Vega, ne renvoyez pas cet email, dis-je. Je pourrais renvoyer le message. » Quelques minutes plus tard, je regardais un email prétendument de moi, rempli de demi-vérités déformées sur la situation de David, menaçant l'entreprise de poursuite si elle continuait à l'employer. L'email contenait des copies de nos documents personnels, dont certains que je n'avais réunis que récemment pour mon avocat. Mon appartement n'avait pas été fouillé, ce qui signifiait que seule une personne avait pu accéder à ces documents, Béatrice, lors de sa visite pour me soutenir après le départ de David. J'appelai immédiatement Vivien, qui valida mes soupçons. C'est du vol d'identité, de l'ingérence avec une ordonnance judiciaire. Nous devons documenter tout cela et soumettre des motions supplémentaires. Alors que nous développions cette nouvelle stratégie, mon téléphone sonna à nouveau, David appelait directement, pour la première fois depuis son départ. « Tu es vengeresse » grogna-t-il sans préambule.
Je me suis fait virer après tout ce que je t'ai offert. Ce n'était pas moi, David, c'était ta mère. Son silence momentané confirma qu'il réalisait la possibilité. C'est absurde. Pourquoi ferait-elle cela? Pour te faire passer pour incapable de payer la pension, pour saper l'ordonnance du tribunal, pour te retourner encore plus contre moi? Tu mens, dit-il, mais l'incertitude s'était glissée dans sa voix. Maman ne vérifie jamais tes emails. Regarde les documents envoyés, ils étaient dans mon appartement jusqu'à ce que ta mère nous rende visite la semaine dernière. La ligne demeura silencieuse quelques secondes. Je te rappellerai, dit-il enfin. 10 minutes plus tard, je reçus un email de David contenant une véritable bombe, une série de messages entre lui et Béatrice révélant une vérité troublante. Il ne s'agissait pas seulement de son départ, mais d'un plan pour m'éliminer complètement de l'équation. Une fois que tu es établi en Espagne, avait écrit Béatrice, nous pourrons travailler pour obtenir la garde complète de Léo. Avec l'historique de dépression de Suzanne après la naissance de Léo, nous pouvions argumenter qu'elle n'était pas stable. Ma dépression postpartum, que j'avais combattue par la thérapie et le soutien apparent de David, avait été retournée contre moi depuis le début. La révélation de la conspiration à long terme entre Béatrice et David pour obtenir la garde de Léo transforma notre lutte, il ne s'agissait plus simplement de survie financière, mais de protéger mon fils de personnes qui le considéraient comme une possession à revendiquer plutôt que comme un enfant à élever. Vivien présenta immédiatement des motions supplémentaires, documentant le vol d'identité de Béatrice et la conspiration pour manipuler les arrangements de garde. Nous signalâmes également le vol d'identité à la police, établissant un enregistrement officiel des actions illégales de Béatrice. Nous avons considérablement renforcé notre position, me rassura Vivien. Mais David avait encore l'avantage de la distance physique et de la majeure partie de ses biens matrimoniaux. Je savais que nous avions besoin de quelque chose de plus, une preuve irréfutable qui convaincrait un juge de geler tous les actifs de David et potentiellement de l'obliger à revenir aux États-Unis. Les messages de texte démontraient la conspiration, mais ne révélaient pas l'emplacement de nos économies disparues. Dans un éclair d'inspiration, je contactai de nouveau Trevor. « J'ai besoin de ton aide, dis-je sans détour. Pour le bien de Léo. » La culpabilité de Trevor, en raison de sa complicité silencieuse avec les plans de David, le rendit réceptif. « Que veux-tu ? » David aurait dû te parler davantage de ses arrangements financiers. Où il déplaçait l'argent, comment il comptait subsister en Espagne. Il y eut une longue pause. Il a mentionné une compte aux îles Caïmans, dit-il, que sa mère l'a aidé à créer pour des raisons fiscales. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention à l'époque. Il a mentionné le nom de la banque, Caribéan International, je crois. Écoute, Suzanne, je suis désolé de ne pas avoir dit plus tôt. Je n'ai jamais pensé qu'il abandonnerait complètement Léo. Cette nouvelle information nous donna un point de départ, mais nous avions besoin de détails, numéro de compte, relevé de transfert, tout ce qui relierait David à des actifs cachés. Je me rappelais que David avait toujours utilisé des variations de la même mot de passe pour ses comptes, généralement impliquant la date de naissance de Léo et notre anniversaire. Avec des mains tremblantes, j'essayais d'accéder à son stockage en nuage en utilisant la combinaison la plus probable. À ma grande surprise, cela fonctionna. À l'intérieur, il y avait des dossiers méticuleusement organisés de son évasion, des captures d'écran de confirmation de transfert, de la correspondance avec Béatrice au sujet de la compte offshore, et même un document intitulé « Stratégie de garde », décrivant son plan pour me dépeindre comme une mère instable une fois que Léo serait amené en Espagne. J'envoyai immédiatement tout à Vivien, qui me rappela dans l'heure. Sa voix était tendue d'émotion contenue. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Je vais demander des ordres d'urgence pour geler la compte des Caïmans et demander une exécution internationale. 2 jours plus tard, nous obtenîmes notre première victoire significative. Le juge accorda notre motion pour geler le compte offshore de David, en attendant une enquête plus approfondie. L'avocat de David présenta immédiatement une contre-motion, m'accusant de piratage informatique, menaçant temporairement nos progrès. Puis vint une complication inattendue, YE m'appela directement. « Suzanne, nous devons parler, » dit sa voix, dépourvue de sa confiance habituelle. « David est en train de craquer ici. »« Ça ne me concerne plus, » répondis-je. « S'il te plaît, » insista-t-il. « Il envisage de revenir à Chicago pour tenter de régler les choses avec toi directement. Je crains ce qu'il pourrait faire. » Un frisson me parcourut. David n'avait jamais été physiquement violent, mais son désespoir actuel le rendait imprévisible. « Pourquoi me dis-tu cela ?»
YE. Ça ne ressemble pas à ce que j'attendais. Il avait promis un nouveau départ, pas un homme obsédé par son ex-femme tout en cachant de l'argent. Ces mots me surprirent. Il te cache de l'argent. Il ajouta qu'il avait découvert un autre compte que David avait. Après que le juge eut gelé le compte des Caïmans, YE m'informa qu'il avait des fonds de secours auxquels même sa mère n'avait pas accès. Cette information était potentiellement cruciale, mais j'avais l'impression que YE ne la partageait pas par pur altruisme. « Que veux-tu, YE » demandai-je simplement. « Protection » répondit-il. « Quand David découvrira que j'ai parlé avec toi, il se retournera contre moi. J'ai besoin de la sécurité de ne pas faire face à des conséquences légales pour mon rôle dans cela. Je ne peux rien te promettre sans consulter mon avocate. »« Alors règle ça rapidement, » répondit-il. Parce que David a réservé un vol pour Chicago demain. Suzanne semblait différente lorsqu'il me le dit. Ça faisait peur. Après avoir consulté Vivien, nous élaborâmes une proposition d'immunité pour YE en échange de la documentation complète de tous les comptes et d'une déclaration sous serment sur la conspiration entre David et Béatrice. Il accepta immédiatement, envoyant des relevés bancaires montrant un second compte en Liechtenstein contenant la majeure partie de nos biens matrimoniaux, plus de 200 000 €. Avec cette pièce finale de preuve, nous obtenions une ordonnance de restriction d'urgence, juste quelques heures avant l'arrivée prévue de David à Chicago. Lors de l'atterrissage de son avion, la sécurité de l'aéroport l'attendrait avec la citation judiciaire pour une audience d'urgence le lendemain matin. La mise en scène se déroula comme prévu, la sécurité de l'aéroport l'arrêta à son arrivée, lui remettant à la fois l'ordonnance de restriction et la citation. Son appel depuis le bureau de sécurité de l'aéroport vibra de colère à peine contenue. « Que diable est-ce, Suzanne ? Je suis revenu pour arranger les choses avec un billet aller et sans réservation d'hôtel, répondis-je. La logique de YE avait prouvé d'être précise. L'audience judiciaire était à 9 h le lendemain. Je te conseille de trouver un avocat dans la salle du tribunal. David apparut, négligé et sur la défensive, clairement mal préparé à la montagne de preuves que nous présenterions, les comptes offshore, le vol d'identité, la conspiration de garde. Le plus accablant fut la déclaration sous serment de YE, détaillant comment David avait planifié son abandon pendant des mois tout en masquant systématiquement des biens matrimoniaux. L'expression du juge devenait de plus en plus sévère alors que Vivien construisait méthodiquement notre dossier, notamment lorsqu'elle présenta le document de stratégie de garde qui détaillait comment David comptait utiliser ma dépression postpartum contre moi. David se ratatina visiblement. « Votre honneur, » conclut Vivien, « nous demandons la restitution immédiate de tous les biens matrimoniaux, la garde totale de l'enfant au profit de ma cliente, des visites supervisées uniquement pour le père, et un audit financier complet de tous les fonds cachés par M. Michi et sa mère. » Lorsque l'avocat de David tenta d'entamer un discours pour me peindre comme l'agresseuse qui avait contraint David à protéger ses actifs, le juge l'interrompit. « Conseiller, j'ai examiné les preuves. Votre client a systématiquement fraudé sa femme, abandonné son enfant et conspiré pour manipuler ce tribunal. Jusqu'à ce que le juge rende son verdict, nous affrontâmes tous les deux un réel moment d'appréhension. Mais le jugement rendu fut exhaustif. Tous les comptes identifiés furent gelés et placés sous surveillance judiciaire. Le passeport de David fut confisqué en attendant la résolution des problèmes financiers. Je reçus la garde totale temporaire de Léo, et le dossier fut transmis au bureau du procureur pour enquêter sur de possibles accusations criminelles contre David et Béatrice pour vol d'identité et conspiration. Pendant que David me lançait un regard hostile à travers la salle d'audience, je tenais son regard avec assurance. Je n'étais plus la femme désespérée que j'avais été. Je vis la réalisation commencer à s'installer chez lui que son plan, méticuleusement orchestré, avait échoué. Dans les mois qui suivirent le jugement, les conséquences des actions de David se révélèrent d'une certaine ironie poétique. L'audit financier découvrit non seulement nos biens matrimoniaux, mais aussi des fonds supplémentaires que Béatrice avait dissimulés pour des raisons fiscales. Tous deux firent face à des sanctions civiles. Béatrice fut également accusée de vol d'identité pour s'être fait passer pour moi chez Meridian Global. Les tentatives de David de reconstruire sa vie à Chicago échouèrent, sa réputation dans l'industrie fut ternie par les dossiers judiciaires publics qui détaillaient son abandon et son inexactitude financière. YE retourna seul en Espagne, son accord d'immunité ayant rempli son rôle pour nous deux. Le divorce se termina avec des modalités très favorables pour moi et Léo, garde totale pour moi, à David on ne concéda que des visites supervisées, rarement exercées, et une restitution complète de nos biens matrimoniaux,
plus des honoraires légaux et une pension alimentaire indexée sur les futurs revenus de David pour éviter qu'il ne demeure volontairement sous-employé. Le plus satisfaisant fut de voir s'effondrer la façade sociale soigneusement bâtie par Béatrice, lorsqu'elle fut dénoncée par ses amis du club de golf pour avoir commis un vol d'identité pour saboter l'emploi de son propre fils. Cette femme qui m'avait jugé pendant tant d'années faisait maintenant face à son propre procès. 6 mois après que le message texte de David ait bouleversé nos vies, Léo et moi emménageâmes dans un petit mais confortable condominium, acheté avec les fonds récupérés. Un foyer qui était vraiment le nôtre, sans ombre de trahison effleurant ses coins. « Papa viendra-t-il un jour nous rendre visite ?» demanda Léo un soir en le bordant dans sa nouvelle chambre à thème de dinosaures. « Je ne sais pas, mon chéri, répondis-je honnêtement. Mais nous allons bien, peu importe quoi. » Et en effet, nous l'étions. Je retournai à l'édition à temps plein dans une maison d'édition offrant des horaires flexibles pour les parents, et Léo prospéra dans sa nouvelle crèche. La douleur aiguë de la trahison de David se transforma progressivement en une sagesse acquise à travers des épreuves, portant sur la résilience et l'autosuffisance. Parfois, les moments les plus cruels de la vie deviennent des catalyseurs inattendus de croissance. Le message de départ de David, « Bonne chance pour payer le loyer », avait été conçu comme un coup final dévastateur. Au lieu de cela, il s'était transformé en la première ligne d'une histoire sur la découverte d'une force que je n'avais jamais su que je possédais.